Donc ça marche pas, mais ah voilà. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième astroclasse de la journée. Il y en a déjà eu une plus tôt, pardon. Cette fois-ci, celle-ci est organisée par le CNES, donc l'Agence spatiale française dont je fais partie. Vous allez voir, on va parler d'un thème d'actualité à l'heure où les tensions géopolitiques sont de plus en plus importantes à travers le monde. C'est la militarisation de l'espace. Alors, la guerre des étoiles aura-t-elle lieu ? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Pour y répondre, j'accueille quelqu'un qui n'est pas du CNES, mais qui connaît très bien ces questions. C'est Béatrice Hainaut, chercheuse espace à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Vous pouvez l'applaudir. Bonjour Béatrice. Bonjour à tous, ça va bien. Est-ce que je dis ma capitaine ou Béatrice ? Béatrice, c'est très bien, oui. Alors une question toute simple pour commencer, Béatrice. L'espace peut-il devenir un nouveau champ de bataille ? Alors, je pense malheureusement que ça n'a jamais vraiment été un espace où il ne se passait rien en termes de conflictualité, notamment pendant la guerre froide. Il faut se souvenir que quand même l'espace a été militarisé, c'est-à-dire qu'on a utilisé l'espace à des fins militaires. Et également, on avait déjà à l'époque, pendant la guerre froide, pensé arsenaliser l'espace, donc développer des moyens plutôt agressifs dans l'espace. Donc c'était au moins pensé, conceptualisé, parfois testé. Donc il est difficile de dire que aujourd'hui, bien sûr, on a une évolution du paysage spatial qui nous fait dire que cette tendance est renforcée. Mais pendant la guerre froide, il faut quand même garder à l'esprit que États-Unis et Union soviétique ont quand même conquis l'espace pour s'espionner les uns les autres, et notamment pour voir en fait les stocks de missiles de l'adversaire. Donc voilà, l'espace n'a jamais vraiment été un sanctuaire, mais plutôt un lieu de rivalité et de compétition. Alors, quel pays ou acteurs privés, quels sont les pays et les acteurs privés, ou les acteurs privés qui investissent aujourd'hui dans des capacités spatiales offensives ou défensives ? Donc je pense que ça ne va pas vous surprendre. Dans les principaux pays, ce sont les puissances mondiales, donc les puissances spatiales majeures. Donc les États-Unis vraiment en tête, avec un budget espace qui est vraiment énorme. On parle de 70-80 milliards par an. Donc dedans, il n'y a pas que des capacités, comme vous dites, offensives ou défensives, mais c'est le budget global, c'est assez conséquent. Et puis derrière, on va retrouver la Chine, bien sûr, la Russie, comme principales puissances spatiales qui vont investir dans ce type de capacité. Maintenant, juste une chose sur les capacités défensives ou offensives. Dans l'espace, c'est très difficile de savoir ce qui est offensif de ce qui ne l'est pas. Donc il y a clairement des moyens qui peuvent être agressifs, mais après, dans l'espace, tout peut être une arme. Éventuellement, tout peut avoir un double rôle finalement et servir autant d'usage civil et aussi avoir un usage qui peut être un peu plus offensif. Alors sur l'image derrière nous, on aperçoit une sorte de missile. Alors c'est une illustration, évidemment, c'est pas une vraie image, d'un missile en train d'atteindre quasiment un satellite en orbite. Quand on parle de guerre des étoiles ou de guerre de l'espace, on parle de quoi exactement ? Est-ce qu'il s'agit d'espionnage par satellite, de système de brouillage de communication, de cyberattaque ou de véritables armes orbitales, comme on voit sur l'image, où on pourrait atteindre des satellites comme ça depuis la Terre ? Oui, je pense que quand on parle de guerre de l'espace, alors moi j'aime pas trop ce terme parce que justement ça veut dire tout et n'importe quoi, mais effectivement ça renferme tout ce que vous avez dit. C'est-à-dire ça peut être des armes qui sont plutôt discrètes, on va écouter, on va espionner, on va récupérer des informations de la part d'autres satellites, et puis ça peut être des choses beaucoup plus agressives comme votre illustration, parce qu'en fait on pourrait se dire ce genre d'illustration, bien sûr là c'est une vue d'artiste, mais c'est une réalité également, puisqu'il y a déjà 4 États dans le monde qui ont procédé à des tirs anti-satellites, donc des tirs de missiles balistiques qui ont atteint un satellite. Alors c'était tout le temps des États qui détruisaient leurs propres satellites. Donc on retrouve notamment, bien sûr, encore les États-Unis, l'URSS et la Russie. Ils ont détruit un satellite en orbite, leur propre satellite, avec un missile. Mais on a aussi la Chine qui a procédé à ce type de tir, et plus récemment l'Inde qui a détruit un de ses satellites en orbite. Donc juste ce type
de démonstration, c'est vraiment une démonstration de puissance, de montrer qu'on peut atteindre un satellite et le détruire dans l'espace, mais c'est complètement contre-productif dans l'espace, puisque ça crée un nuage de débris très conséquent. Et les débris vont rester orbités pendant des années, voire éventuellement des décennies autour de la Terre et vont eux-mêmes éventuellement rentrer en collision avec d'autres satellites ou d'autres débris. Donc on pourrait avoir une réaction en chaîne très négative pour la sauvegarde de l'environnement spatial. Donc c'est des démonstrations de puissance et pour l'instant ça n'a pas été utilisé contre des satellites tiers. On entend aussi parler ces derniers temps, non pas de tir de missiles vers les satellites, mais l'inverse, de tir de satellites. J'ai vu des illustrations avec des sortes de canons laser où on parle d'un satellite pour atteindre des zones sur Terre. Ça, c'est des projets du futur. Voilà. On parle aussi de guerre nucléaire dans l'espace ou d'envoyer des charges nucléaires. Est-ce que... Oui, c'est vrai que récemment, on a eu les États-Unis qui ont dénoncé la Russie en disant que la Russie avait placé une arme de destruction massive dans l'espace, une arme nucléaire. Bon, ils se sont un peu emballés puisque le débat a vite tourné court. Mais effectivement, on a ce genre d'annonce. Alors, il faut savoir que mettre en orbite des armes de destruction massive, dont des armes nucléaires, c'est interdit par le droit international, par le traité de l'espace. Ça n'empêche pas, bien sûr, qu'éventuellement ça peut arriver, sachant qu'avant d'avoir une certaine réglementation des activités spatiales, il y a déjà eu des tests de bombes nucléaires en orbite. Et on s'est rendu compte que c'était vraiment pas sympa, notamment pour les satellites, parce que, bon, à l'époque, c'était dans les années 60, donc il y avait encore peu de satellites, mais ça a grillé les composants, en fait, à bord des satellites. Donc, c'est un peu contre-productif, là aussi, puisque les États qui auraient la capacité de faire ça sont les puissances nucléaires, ce sont en même temps les puissances spatiales, donc qui ont des satellites en orbite. Donc ils vont détruire leurs propres satellites, puisque dans l'espace, vous ne pouvez pas compartimenter les satellites. Donc vos satellites croisent, les satellites américains croisent les satellites chinois, croisent les satellites indiens. Donc si vous faites exploser une bombe nucléaire en orbite, vous allez mettre hors service les satellites peut-être de votre adversaire, mais les vôtres également. Donc c'est peut-être pas forcément la meilleure chose à faire. Alors tu l'as évoqué, Béatrice, précédemment, mais évidemment tout ceci pose la question d'une régulation ou d'un contrôle à minima de ces activités en orbite. Il existe sur Terre, dans les conflits armés, des règles de la guerre. Est-ce qu'elles existent, ces règles, dans l'espace ? Alors je pense que c'est important de déjà rappeler que les règles, entre guillemets, sur Terre s'appliquent aussi dans l'espace. C'est-à-dire que le droit international s'applique dans l'espace. Quand on dit droit international, c'est quoi ? C'est la Charte des Nations Unies. Donc normalement, les États doivent régler leurs conflits de manière pacifique. Et il y a aussi l'article de légitime défense, donc avec la Charte des Nations Unies. Et il y a aussi le droit international humanitaire ou le droit des conflits armés qui s'applique dans l'espace. Donc déjà, le droit international s'applique dans l'espace, mais pas une zone de non-droit. Et ensuite, au sein même de l'espace, on a un droit qui est dédié à cet environnement-là. Donc on appelle communément cela le droit de l'espace, avec notamment le traité de l'espace qui a été signé en 1967. Et juste rapidement, les choses principales dans ce traité qui sont très importantes encore aujourd'hui, c'est que ce traité énonce la liberté de l'espace, c'est-à-dire la non-appropriation de l'espace. Aucun État ou acteur privé ne peut s'approprier l'espace, il n'appartient à personne, il est à tout le monde. Et aussi l'interdiction, comme je l'ai dit précédemment, des armes de destruction massive dans l'espace, c'est-à-dire en orbite, qui sont prohibées. Et puis dans ce traité, on a vraiment en filigrane une volonté d'utilisation pacifique de l'espace. C'est un principe, donc les États se devraient d'appliquer ce principe. Après, il n'y a pas de définition précise de ce qu'est l'utilisation pacifique de l'espace. On peut avoir une vague idée, mais il n'y a pas une définition précise. Mais c'est quand même l'objectif de ce traité, d'essayer de sauvegarder l'espace de toute guerre, finalement. Alors on l'a évoqué en tout début de conférence, mais évidemment en ce moment les tensions géopolitiques internationales sont assez intenses. Quelles pourraient être les conséquences d'un véritable conflit spatial au niveau géopolitique justement ? Je pense d'abord, pour l'instant, en tout cas à l'état actuel, finalement, quand il y a conflit spatial, c'est parce qu'il y a conflit sur Terre.
C'est-à-dire que les tensions géopolitiques sur Terre se projettent véritablement dans l'espace. Donc pour l'instant, ce n'est pas l'inverse, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu un conflit dans l'espace qui a donné lieu à des conséquences géopolitiques sur Terre. Et je vais vous donner un exemple concret avec la guerre entre la Russie, enfin l'agression russe en Ukraine. Quelques heures avant d'envahir l'Ukraine sur Terre, la Russie a procédé à une attaque cyber sur des terminaux satellitaires qu'utilisaient les Ukrainiens. Donc avant même d'avoir cette offensive terrestre, on a eu une attaque qui a visé un système satellitaire. Donc c'était utilisé par l'armée ukrainienne, c'était des systèmes de communication. Et c'est pour ça ensuite que l'armée ukrainienne a demandé à avoir des Starlink, puisque les terminaux utilisateurs qu'elle utilisait, c'était un satellite commercial Viasat-Kasat a été mis, enfin les terminaux ont été mis hors d'état de nuire. Donc ça a permis, les Russes pensaient ainsi couper toutes les communications de l'armée ukrainienne. Et oui, donc, et alors la potentielle destruction d'un satellite dans l'espace, est-ce qu'elle pourrait menacer nos systèmes civils, hein? Je pense aux systèmes par satellite de navigation comme GPS, Galileo ou des systèmes de télécommunication dont on est extrêmement dépendant aujourd'hui. Quelles conséquences ça pourrait avoir sur ces... Enfin, est-ce qu'ils sont menacés et puis quelles conséquences ça peut avoir concrètement? Donc déjà, avant toute chose, peut-être pour donner une idée aux gens qui sont ici, peut-être qui n'ont pas l'impression d'utiliser beaucoup l'espace. Et en fait, il y a eu des statistiques pour montrer que chaque personne, qui que ce soit, hein, qui avait conscience ou pas d'utiliser l'espace, utilisait une quarantaine de satellites par jour. Donc vous-même, vous utilisez une quarantaine de satellites par jour sans vous en rendre compte. Pour quelles utilisations? Le GPS, je pense que GPS ou aussi les alternatives européennes, c'est-à-dire le Galileo. Votre smartphone est équipé de récepteurs Galileo, même si vous ne le savez pas, et ça permet de vous orienter. Vous êtes venu, je pense, au Bourget avec votre GPS. Enfin, moi, j'ai fait pareil. Hein. Donc voilà, on utilise les services de navigation. Donc déjà, les services de navigation, vous n'utilisez pas simplement un satellite, hein, vous en utilisez plusieurs pour trianguler votre position. Juste pour préciser, pour les gens qui nous écoutent, Galileo, c'est le système de navigation européen. Voilà, tout à fait. Et GPS, le système américain, voilà. Mais qui est toujours possédé par l'armée américaine, je crois, GPS. Oui, tout à fait. Enfin, c'est aussi un système militaire en même temps d'être un système civil. Et puis, on le sait aussi moins, mais par exemple, les transactions bancaires sont aussi datées par les services de navigation et de temps, parce qu'ils calculent aussi un temps précis. Et donc, toutes vos transactions bancaires, pour avoir une heure précise, sont aussi calées sur le GPS et beaucoup d'autres systèmes. Donc finalement, on ne s'en rend pas compte, mais on utilise tous les jours une quarantaine de satellites. Donc pour revenir à votre question, oui, effectivement, il y aura un impact, parce que comme je l'ai dit précédemment, dans l'espace, tout le monde se croise. Il n'y a pas de différence, les satellites civils, les satellites militaires, toutes les nationalités, etc. Et donc si on a un satellite qui est touché, qui produit par exemple des débris, il peut très bien rentrer en collision avec un système civil qui est utilisé par tout le monde finalement. Et on l'a vu assez récemment quand il y a eu justement le tir, je crois que c'était le tir russe pour détruire un satellite, tir d'un missile balistique russe pour détruire un de leurs satellites. La Station spatiale internationale a dû pendant plusieurs mois bouger régulièrement, changer de position pour éviter les débris qui étaient la conséquence de ce tir-là. Donc on peut être directement concerné. Je pense que la majorité des personnes n'en a pas conscience parce que pour l'instant, il n'y a pas eu de scénario catastrophe. Mais il faut aussi, je pense, s'habituer à vivre, à essayer de s'habituer à vivre sans satellite. Donc peut-être avoir encore des cartes avec soi, par exemple. Voilà, et puis pour ce thème de la guerre des étoiles ou la guerre de l'espace avec des potentielles destructions en orbite, il y a une question intéressante, mais plutôt annexe ou accessoire, c'est la question écologique. On sait bien que c'est évidemment pas habituellement au cœur des conflits, mais on sait aujourd'hui que les débris spatiaux sont de plus en plus nombreux et dangereux. Comment pourrait-on juguler ce problème en cas de conflit dans l'espace ? Alors, contrairement à ce que vous dites, la question écologique, elle est assez importante aujourd'hui, mais pas forcément sur l'aspect que vous évoquez. C'est-à-dire qu'on va parler d'écologie par rapport à l'environnement spatial. Parce qu'avec le nombre de satellites qui augmente dans l'espace, aussi les lancements qui se multiplient,
On ne sait pas aujourd'hui précisément l'effet de ces lancements répétés sur, par exemple, les couches de l'atmosphère. Ça pourrait éventuellement accélérer le réchauffement climatique. Donc il y a un aspect vraiment écologique aujourd'hui là-dessus. Maintenant, si effectivement il y a un conflit, c'est toujours le problème des débris. Aujourd'hui, il y a des systèmes qui sont pensés et même expérimentés pour aller chercher des débris dans l'espace, pour les ramener sur Terre. Mais en fait, le problème, c'est toujours qui va payer. Puisque les industriels rechignent pour l'instant, puisqu'il n'y a pas de règle qui dit vous devez aller chercher votre satellite une fois qu'il est utilisé. Il y a une règle quand même qui est celle des 25 ans, c'est-à-dire que quand votre satellite n'est plus opérationnel, donc il n'est plus utilisé, il est mort, il faut garder un peu de carburant dedans pour le faire rentrer dans l'atmosphère. Donc là, c'est quand même une règle qui commence à s'imposer parce qu'on est en train de réaliser qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus assez de place et que ça risque, encore une fois, de créer des réactions en chaîne avec les débris. Merci Béatrice pour ces explications. Alors plus précisément maintenant, est-ce qu'on a une idée des ambitions des grandes puissances militaires de la planète, qui sont d'ailleurs aussi des grandes puissances spatiales en général, hein. Je pense bien sûr aux États-Unis qui a créé sa United States Space Force, sa force spatiale en 2019. Je pense aussi à la Chine, à la Russie bien entendu. Est-ce qu'il existe un risque actuellement de course à l'armement spatial incontrôlée ? Donc ça, une course à l'armement, je ne saurais vraiment pas dire, puisque ça dépend aussi, comme je vous l'ai dit, ce qui se passe dans l'espace, c'est simplement le reflet de ce qui se passe sur Terre. Donc quand il y a une hausse des tensions sur Terre, on voit que dans l'espace, il se passe également des choses. Donc qu'il y ait une course, pourquoi pas. Maintenant, effectivement, on retrouve toujours les mêmes acteurs. Loin devant, on a États-Unis, puis Chine. Donc c'est vraiment les deux États qui... alors, les États-Unis disent que c'est une nouvelle course à l'espace, les Chinois s'en défendent, mais on voit bien quand même que dans leurs ambitions, elles sont finalement proches, elles sont similaires, et quand l'un dit qu'il va être sur la Lune avant 2030, 2 jours après, l'autre va dire « Ah ben moi, nous, on y sera 1 an avant ». Donc il y a vraiment aussi un discours qui se joue entre les deux, et on sent bien qu'il y a une réelle compétition entre ces deux-là. Et comme je vous l'ai dit, les budgets sont vraiment très importants. En nombre de satellites, peut-être, ça aussi c'est une référence importante. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez l'idée du nombre de satellites autour de la Terre, opérationnels. On a aujourd'hui plus de 11 000 satellites opérationnels autour de la Terre. Et dans ces 11 000, on en a 6 000 qui appartiennent à SpaceX, Starlink et Elon Musk. Donc vous voyez le ratio quand même. 11 000 satellites opérationnels, 6 000 pour SpaceX. Donc la majorité des satellites en orbite aujourd'hui sont aux États-Unis, puis à la Chine. Et puis il reste un peu quelques miettes pour les autres. La Russie, ça reste une puissance spatiale, mais elle est très affaiblie. Donc par rapport aux deux grands, elle est quand même très en retrait. Maintenant, elle est même un peu en dépendance technologique vis-à-vis de la Chine, puisqu'elle a subi les sanctions occidentales, notamment suite à l'invasion de l'Ukraine. Donc elle peine à finalement pérenniser son héritage soviétique encore aujourd'hui. Mais ce sont les grandes puissances qu'on retrouve dans l'espace. Et la France aussi est une puissance spatiale, l'Europe aussi bien sûr. Oui, c'était ma question suivante, hein. Comment se situe l'Europe dans tout ça? Tu y as répondu. Et en France, il se trouve qu'on a créé le commandement de l'espace en 2019. Donc c'est une unité qui a intégré, tu corriges hein, si je me trompe, qui a intégré l'armée de l'air, qui a d'ailleurs changé de nom à cette occasion pour s'appeler l'armée de l'air et de l'espace. Des bâtiments tout neufs et ultra sécurisés sont en train d'être construits en ce moment même, juste à côté du CNES, l'Agence spatiale française. Juste à côté du CNES de Toulouse, le commandement de l'espace compte environ 500 militaires, c'est bien ça? Un peu moins, mais... À terme, je crois que ce sera ça le nombre. Voilà. 400 et 500, oui. Est-ce que la France possède sa propre doctrine militaire spatiale? Oui, alors déjà pour revenir au commandement de l'espace, donc effectivement le commandement de l'espace il a été créé en 2019 en même temps que la stratégie spatiale de défense française. Donc on a décidé de créer un commandement dédié, même si auparavant il y avait quand même des unités spatiales bien sûr qui étaient présentes. Donc il y a eu ce commandement qui a été créé et très bientôt, le 2 juillet, on va inaugurer une nouvelle base aérienne à Toulouse, mais une base aérienne à vocation spatiale, puisque le commandement de l'espace est colocalisé avec le CNES.
pour bénéficier en fait de cette synergie CNES et commandement de l'espace, et aussi à Toulouse, bien sûr avec tous les acteurs aussi industriels de l'aérospatial. On sait que là-bas, il y en a aussi ailleurs en France, mais il y en a beaucoup à Toulouse, et c'est pour créer une synergie finalement, une synergie autour de ce pôle. Le commandement de l'espace, donc ça permet de penser les opérations spatiales militaires. Donc effectivement, il y a de la doctrine, c'est-à-dire qu'on va penser comment mener ces opérations spatiales dans l'espace, en coordination avec les partenaires étrangers aussi. Et c'est pour cela notamment qu'il y a eu précédemment des exercices d'entraînement où le commandement de l'espace crée un exercice spatial qui s'appelle Astérix, et qui va permettre d'entraîner les personnels avec aussi leurs homologues étrangers et aussi les acteurs commerciaux qui vont participer à cet exercice. Donc, après, je ne sais pas si sur la question du commandement de l'espace, j'ai répondu à toutes les questions, parce qu'il y avait plusieurs aspects dans une question. Non, c'était assez complet. Ah oui, alors, on a une image juste derrière nous, là, d'Astérix, justement, l'exercice. Et on peut peut-être revenir sur celle d'avant, pour expliquer quels sont les moyens dont dispose la France dans l'espace, les moyens militaires dont dispose la France dans l'espace. Donc c'est les satellites d'observation. Oui. On en voit là, c'est les satellites Pléiades. Mais il y a d'autres systèmes également mis à la disposition de la défense. Oui, bien sûr. Alors on a l'habitude de dire que le spatial militaire français se décline en 3 cercles. Donc on a ce qu'on appelle le cœur souverain, où on va retrouver des satellites qui sont 100% militaires. Donc là, c'est uniquement utilisé par la défense, pas du tout utilisé par le civil. Donc on a les satellites d'observation, CSO, 1, 2 et 3. On va avoir les satellites d'écoute électromagnétique. Donc c'est pour pouvoir écouter les émissions électromagnétiques depuis le sol. Donc là, on a les CERES. Et on a aussi des satellites de communication militaire. Donc là, c'est les satellites Syracuse. Donc on a ces satellites qui sont utilisés uniquement à des fins défense. Et ensuite, au-delà de ce cœur souverain, on va avoir ce qu'on appelle un cœur étendu, où on va utiliser des capacités comme Pléiades, vous l'avez nommé. Donc c'est des satellites qui ont autant des utilisations civiles et éventuellement militaires. On va se servir aussi de Copernicus, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est satellite d'observation aussi de l'Europe. Donc on va utiliser ces compléments pour alimenter le cœur souverain. Et il y a juste un 3e cercle, c'est l'achat de services. Puisque maintenant, avec la hausse du nombre des acteurs privés, acteurs commerciaux, ou le New Space si vous préférez, on a vraiment pléthore d'acteurs où on peut aller complémenter ses propres capacités. Donc on va l'acheter très précisément quand on a un besoin. Alors soit c'est de manière quotidienne, ou soit ça va être vraiment parce qu'on fait une opération à un endroit précis, donc on va passer commande finalement. Donc on va faire cet achat de services auprès de partenaires commerciaux. Très bien, ça représente combien de satellites à peu près la capacité de défense dans l'espace de la France? Alors là, pour l'instant, c'est une dizaine de satellites. Donc c'est vraiment les capacités sur lesquelles on ne veut pas déléguer cette compétence à des acteurs commerciaux sur lesquels on n'aura pas la maîtrise. Parce que si vous voyez un petit peu ce qui se passe en Ukraine, sur les satellites Starlink, si vous avez suivi un peu l'actualité, du jour au lendemain, Elon Musk a décidé de stopper le signal pour les Ukrainiens. Et donc, les Ukrainiens, sans moyen de communication au sol, on ne peut pas mener à bien une opération. Et donc, c'est vraiment ne pas se mettre dans cette situation, c'est-à-dire ne pas se mettre dans cette dépendance où l'acteur privé va dire, même si ce n'est pas politique, mais va dire « Non, désolé, moi j'ai un autre client, donc je ne peux pas... vous êtes un client certes défense, mais vous êtes un client comme un autre, je ne peux pas vous assurer le service tel jour. » Les militaires ne peuvent pas l'entendre. Il faut que la capacité soit disponible H24, 7 jours sur 7. Donc c'est pour ça qu'il y a véritablement ce cœur souverain dans ces 3 capacités qui sont indispensables aujourd'hui. Merci Béatrice pour ces explications. On va maintenant passer aux questions du public. Est-ce que vous avez des questions dans le public? N'hésitez pas, levez la main. On a un tout petit peu de temps pour prendre 1 ou 2 questions. Juste devant. Donc, bonjour, vous parlez dire que les puissances spatiales détruisent leurs propres satellites via le missile. Est-ce que dans un scénario du pire, on pourrait imaginer un tir direct sur l'ISS d'une puissance hostile à l'Occident? Je dirais que c'est vraiment là, merci pour le scénario catastrophe. Hein. Je ne sais pas trop quoi vous dire, parce que finalement...
ce ne serait pas rationnel. Mais disons qu'aujourd'hui, les relations géopolitiques sont parfois un peu irrationnelles. Ça peut être l'impression qui en ressort. Après, la question de savoir, c'est OK, c'est peut-être probable, mais quel est l'objectif ? Quel est l'objectif de l'État qui va procéder à ce tir ? Parce que peu d'États ont cette capacité. Donc véritablement, est-ce que l'ISS est un objectif politique, stratégique ? Je ne suis pas sûre. Je pense que ce ne serait pas la première capacité qui serait attaquée. Vous voyez, avec l'exemple russe, ils ont quand même attaqué des terminaux satellitaires qui étaient utiles au niveau tactique et opératif aux militaires ukrainiens. Donc, j'allais dire, tout est possible. On ne peut jamais dire que des scénarios comme ça arriveraient, mais ce serait vraiment un peu incompréhensible. Et l'objectif derrière, j'aurais du mal à le savoir. Mais après, si les États ont la capacité, s'il y a une intention, pourquoi pas ? Une autre question? Oui, l'espace appartient à tout le monde, mais j'imagine qu'il y a un organe de régulation de l'envoi de satellites. N'importe quel État ne peut pas envoyer un satellite. Quel est cet organe de régulation ? Merci pour votre question. Alors effectivement, déjà, il faut aussi avoir les capacités technologiques de le faire. Bon, après, on peut acheter, mais bon, ça certes. Et il y a quand même peu de régulation pour envoyer des satellites dans l'espace. C'est-à-dire que vous devez quand même demander auprès d'une agence des Nations Unies un dépôt de fréquence. Parce que tous les satellites doivent communiquer de l'espace vers le sol et du sol vers l'espace. Et pour cela, ils ont besoin de liaisons satellitaires. Donc ça, effectivement, vous devez déposer la demande auprès d'une agence des Nations Unies qui va l'accepter. La plupart du temps, elle l'accepte ou non. Mais ce n'est pas une régulation, il n'y a rien de politique. C'est-à-dire que c'est technique. C'est si c'est possible au niveau technique, vous avez l'autorisation. Donc ça reste assez léger. Aujourd'hui, on parle de nouvelles régulations, puisqu'il y a un trafic spatial qui est de plus en plus dense. Donc on parle aussi d'élaborer un trafic spatial comme on a un trafic aérien, d'avoir quand même des règles ou un code de la route, ce qui paraît logique. Et aussi, on parle d'élaborer des normes de comportement dans l'espace, puisqu'il y a des comportements qui sont aujourd'hui observés, qui sont quand même pas très sympathiques, c'est-à-dire des rapprochements de satellites sur d'autres satellites pour les écouter, etc. Et c'est un peu dangereux. Donc on parle aussi de ces normes, mais qui ne seraient pas juridiquement contraignantes, mais qui seraient juste des normes de comportement à respecter pour que tout le monde puisse évoluer dans l'espace sans risquer de se rentrer dedans, quoi. Merci Béatrice. Et bien voilà, cette Astroclass se termine. On a appris énormément de choses grâce à toi, Béatrice. J'espère, merci. C'était passionnant. Merci. N'hésitez pas à parcourir les allées du Paris Space Hub et à visiter notamment le stand d'exposition du CNES. Il y a des trucs très sympas à voir, notamment des écrans 3D sans lunettes. Vous verrez, c'est vraiment très sympa. Ben, je vais y aller alors. À suivre ici sur la scène Agora, un focus sur les 50 ans de l'ESA. Et oui, l'Agence spatiale européenne fête cette année son demi-siècle d'existence. Ça va être passionnant. Excellente journée à toutes et à tous. Merci, bonne journée.